La Première présente. JFK, 60 ans de mystère. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Épisode 2, Chasse à l'homme. Le 22 novembre 1963, alors qu'il défile dans les rues de Dallas, au Texas, en vue de l'élection présidentielle, le président John Fitzgerald Kennedy est abattu. Plusieurs témoins ont entendu des coups de feu provenant du 5e étage d'un bâtiment, le dépôt de livres scolaires, qui se trouve sur Dealey Plaza. Très vite après l'assassinat, un jeune homme de 24 ans est arrêté. Il ne sera jamais présumé, soupçonné, prétendu ou supposé coupable. Il sera le meurtrier. Mais quels sont les éléments qui mènent rapidement les policiers sur la piste du tueur, Lee Harvey Oswald ? Il faut savoir que Lee Harvey Oswald, il a été vu à la fenêtre du 5e étage du dépôt de livres scolaires du Texas. Gorian Delpature, journaliste, auteur du documentaire « Kennedy, pourquoi toujours un mystère ?» Il y a un ouvrier qui s'appelle Howard Brennan, qui se tenait juste en face du dépôt de livres scolaires, qui a vu un homme se pencher à la fenêtre. Puis il y a un jeune garçon qui s'appelle Amos Ewing, qui est aussi juste en face, qui lui a même vu le fusil passer par la fenêtre, et il a vu le fusil tirer sur la limousine à son passage. Et puis, un motard, Marion Baker, qui a vu, dès le premier coup de feu, des pigeons s'envoler du toit du dépôt de livres scolaires. Et donc, très vite, cet officier de police à moto, Marion Baker, lui, va arriver devant le dépôt, il va tomber sur le manager, Roy Truly, et il lui dit « Écoutez, les coups de feu viennent d'ici, faites-moi monter dans les étages ». Et le patron, Roy Truly, va alors guider le policier jusque dans les étages. Ils veulent monter par des ascenseurs. Les ascenseurs sont curieusement bloqués au 5e étage. Ils montent par l'escalier, et arrivé au premier étage, donc quelques secondes après les tirs, le policier Marion Baker voit une silhouette s'éloigner à travers 2 portes vitrées. Il s'arrête, il ouvre les portes, et il appelle la personne qui lui tourne le dos, qui s'éloigne de lui. Cette personne se retourne, c'est un jeune homme, 24 ans, brun, un certain Lee Harvey Oswald, on ne le sait pas encore. Et le policier dégaine son arme et demande à Roy Truly si cette personne travaille ici. Et Roy Truly reconnaît son employé, Lee Harvey Oswald, et dit « oui, cette personne travaille ici ». Il est 12h33. Le Parkland Hospital vient d'être alerté de l'urgence extrême qui les attend. On leur apporte 2 blessés de la plus haute importance, le président Kennedy ainsi que Connally, le gouverneur du Texas. Au même moment, Lee Harvey Oswald quitte le bâtiment du dépôt de livres scolaires. 1 minute plus tard, à 12h34, le dispatching de la police de Dallas annonce la provenance des coups de feu. Envoyez des hommes cerner le dépôt de livres scolaires du Texas. Je crois que c'est de là qu'on a tiré. Application du plan d'urgence numéro 3. Les voitures de police se pressent, sirènes hurlantes, sur les lieux que vient de quitter Oswald. Très vite, dans les minutes qui suivent, on va faire l'appel des employés. On va se rendre compte qu'il manque un seul employé, un certain Lee Harvey Oswald. Et dans les minutes qui vont suivre, on va trouver au 5e étage ce qu'on appelle le Sniper's Nest. C'était un étage où il y avait plein de caisses de livres. Ce jour-là, on travaille à changer le plancher de cet étage. Donc des ouvriers avaient déplacé des caisses de livres. Il y a des caisses de livres un peu partout. Mais dans le coin sud-est du 5e étage, il y a un mur de caisses qui dissimule la dernière fenêtre qui se trouve dans le coin. Et derrière cette muraille de caisses, on va trouver 3 caisses disposées de telle manière à permettre à un tireur de s'asseoir, de descendre son fusil par la fenêtre qui est encore entrouverte et de tirer sur la voiture, sur la limousine qui vient de passer. À côté de ce Sniper Nest, on trouve 3 douilles qui sont disposées près de la fenêtre. Un peu après, exactement de l'autre côté du 5e étage, juste à côté des escaliers qui permettent de descendre, on va trouver, glissé derrière une caisse de livres, un fusil. Un Mannlicher Carcano 6.5, c'est un vieux fusil de guerre italien qui tire des balles de guerre, donc des balles qui vont très très vite, qui perforent les corps, et on le trouve caché derrière des caisses. Comme si le tireur, très vite, avait quitté la fenêtre, avait traversé le 5e étage, avait glissé son fusil pour qu'on ne le trouve pas derrière des caisses et était descendu par les escaliers. Donc on sait que les coups de feu viennent de là. Et puis, on va se rendre compte très vite que tous les employés du dépôt de livres scolaires sont là. Forcément, c'est un vendredi, il est 12h30, c'est un jour de travail, mais tout le monde sait que le président va venir, donc tous les employés sont sortis dans la rue ou sont à la fenêtre pour regarder, bien entendu, mais il manque un seul employé, Lee Harvey Oswald.
Et la police de Dallas demande à ce qu'on lui ramène ce Lee Harvey Oswald. Où est-il ? Comment se fait-il ? C'est suspect, évidemment. On ne sait pas où il est. Des témoins disent qu'il l'avait vu au 5e étage un peu avant la pause de midi. Certains ont dit, oui, il voulait pas descendre avec nous, il voulait rester là. Donc on l'a vu au 5e étage, ok, mais effectivement, il n'est pas là. Comment se fait-il qu'il ait disparu à ce moment-là ? C'est le seul qui est disparu. Sur base du témoin oculaire Brennan, l'inspecteur Sawyer donne un signalement de l'homme à rechercher. Il faut dire qu'on a diffusé un portrait robot de l'assassin présumé de Kennedy. Thierry Lenz, historien, auteur du livre « L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ». Un homme blanc, de taille moyenne et vêtu d'un t-shirt blanc. À Dallas, 800 000 habitants, il devait y avoir ce jour-là 15 000 ou 20 000 personnes blanches, de taille moyenne, avec un t-shirt blanc. À 12h39, Oswald monte dans un bus qui est censé aller vers le quartier d'Oak Cliff. Et il est reconnu par une de ses anciennes propriétaires, Marie Blessou. C'est une dame à qui il a loué une chambre pendant une semaine. Goriandel Pature. Et elle décrit, Oswald, il porte une chemise brune trouée, des pantalons sales, il a une drôle d'expression sur le visage, et elle fait tout pour qu'Oswald ne la reconnaisse pas dans le bus. Mais elle, en tout cas, l'a identifié. Mais ce qu'Oswald n'a pas compris, c'est que le bus, en fait, retourne vers le dépôt de livres scolaires. Alors Oswald, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande un ticket de correspondance et il descend du bus. À 12h45, Oswald prend un taxi à la station de bus Greyhound, un peu plus loin, et Oswald demande à être conduit au 500 North Beckley. Alors, c'est pas tout à fait l'adresse de Oswald. Oswald, il habite au 1026 North Beckley, mais le chauffeur de taxi va déclarer qu'il lui a demandé de le déposer au 500. Oswald arrive chez lui, et sa logeuse voit Oswald rentrer chez lui en marchant vite et en chemise. Lee fonce dans sa chambre sans dire un mot. Il prend son revolver, il prend sa veste gris clair, et puis il ressort. À 12h47, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, contacte l'antenne FBI de Dallas. Au même moment, une réunion d'urgence du haut état-major se déroule à Washington. Pendant ce temps-là, le signalement d'Oswald est transmis à toutes les voitures de police. L'agent Tippit reçoit l'ordre de patrouiller dans le secteur d'Oak Cliff et on lui donne l'ordre d'être prêt et de faire face à toute éventualité. Lee Harvey Oswald, qui vient de se rendre à sa pension, en repart avec son pistolet Smith & Wesson. L'officier Tippit patrouille seul et il aperçoit Oswald qui marche devant lui et qui ressemble vaguement à la description lancée sur les ondes de la police à 12h45. Or, c'est un signalement assez général. C'est un homme blanc inconnu, à peu près 30 ans, mince, taille 1,78 m, poids 80 kg, peut-être armé d'un fusil calibre 30. Et Tippit appelle son central, mais qui ne répond pas. Le central est évidemment submergé par les communications de policiers. Donc Tippit, on le sait, appelle 2 fois son central, certainement pour signaler un suspect, mais personne ne lui répond. Et il décide de suivre l'individu avec sa voiture. À 13h11, la voiture 10 de la police de Dallas, la voiture de l'officier J.D. Tippit, s'arrête sur 10th Street, au coin de Patton Street. Il interpelle l'individu, Oswald. Toute cette scène, il y a des témoins qui assistent à cette scène. Il y a un chauffeur de taxi qui est en train de manger, il y a des dames devant chez elle, il y a une dame qui attend un peu plus loin. Donc on décrit cette scène parce que des témoins ont assisté à cette scène. Oswald s'approche de la portière passager du policier qu'il a certainement appelé. Tippit et Oswald se parlent à travers la portière. Puis le policier sort de sa voiture et fait le tour en passant devant son véhicule. Et à ce moment-là, Oswald se redresse de la portière, il met ses mains dans ses poches, il fait 2 pas en arrière et puis il sort son revolver de sous sa veste. Il tire 4 fois sur le policier tombe par terre, il est mort sur le coup, et Oswald s'en va calmement, les témoins le voient, il aperçoit un des témoins, Oswald, une certaine Madame Markham, qui est de l'autre côté de la rue. Madame Markham, elle vient de crier, forcément, elle vient d'assister, on vient de tirer sur un policier, elle crie, elle se cache les yeux, parce qu'elle pense que le tireur va le tuer, mais le tireur traverse une pelouse et s'en va calmement, et puis d'autres témoins le voient courir en rue, recharger son revolver, le remettre sous sa veste, et puis d'autres témoins vont le voir jeter sa veste, on va retrouver sa veste grise dissimulée sous des voitures dans un parking un peu plus loin. L'agent Tippit gît au sol. Dans le poste radio de sa voiture, on entend un conducteur de camion qui appelle les forces de l'ordre. À 13h36, Johnny Brewer,
Johnny Brewer, c'est un manager de marchand de chaussures. Il voit un jeune homme en chemise brune, ouverte sur un t-shirt blanc, se comporter bizarrement. En fait, ce jeune homme se cache dès que des voitures de police passent, et notamment dans la devanture du magasin de chaussures de Johnny Brewer. Et donc, ce commerçant est intrigué. Il suit ce jeune homme du regard. Il le voit partir un peu plus loin quand les policiers se sont éloignés. Et le jeune homme se dirige vers un cinéma. Et Monsieur Brewer voit ce jeune homme profiter de la distraction de l'ouvreuse du cinéma pour rentrer dans le cinéma sans payer. Et Monsieur Brewer va alors voir la logeuse. Mais vous avez vu, ce monsieur est rentré sans payer. Vous l'avez vu? Elle dit que non, pas du tout. Il dit, mais c'est quand même bizarre. On ferait peut-être bien d'appeler la police. Il y a plein de voitures qui passent. L'ouvreuse du cinéma appelle la police et le message est passé à toutes les patrouilles. Il est 13h40 quand Oswald pousse les portes du cinéma Texas. La salle obscure n'est qu'à 8 blocs de l'endroit où Oswald a abattu le policier Tippit. Le suspect qu'on cherche à ce moment-là dans ces environs de Dallas, ça n'est pas l'assassin du président, c'est l'assassin du policier J.D. Tippit. À 13h48, la police arrive en nombre au cinéma. Il y a plein de voitures qui arrivent. On entre dans la salle, on rallume les lumières dans la salle. Johnny Brewer, le marchand de chaussures qui a vu ce jeune homme bizarre entrer dans le cinéma, monte sur scène et identifie l'homme qui est entré sans payer. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, il y a une dizaine de personnes, mais il y a un jeune homme qui est tout seul au milieu d'une rangée. Ce jeune homme se lève aussitôt, dès que les lumières sont allumées, mais les policiers sont déjà en train de descendre dans la salle. Alors ce jeune homme se rassied sur un autre siège. L'officier McDonald se rapproche de lui demande de se lever. Le jeune homme se lève. D'autres policiers se rapprochent. McDonald veut fouiller le suspect. Le jeune homme dit « Eh bien, c'est terminé maintenant ». Il frappe le policier. Il y a une bagarre entre les policiers et Oswald, puisque c'est bien d'Oswald qu'il s'agit. Oswald va tirer son revolver, qu'il a encore sur lui. Dans la mêlée, des dizaines de mains tentent de récupérer le revolver. Et c'est McDonald qui va le récupérer, non sans avoir été griffé au visage par l'arme. Et c'est là que Lee Harvey Oswald est arrêté. À 13h52, Oswald est dans une voiture de police. Il demande ce qu'on lui veut. Et son seul crime, selon lui, c'est d'avoir pris un revolver au cinéma. Et c'est là qu'on lui dit, en fait, qu'il est suspecté d'avoir tué un policier. Le policier qui l'a amené dans la voiture a eu le temps de vérifier les papiers de ce jeune homme. Il a un revolver, il a un portefeuille. Et dans son portefeuille, il y a 2 documents d'identité. Un document au nom de Lee Harvey Oswald et un autre document au nom de Alec Idle. Et il demande dans la voiture, mais vous êtes qui? Vous êtes Oswald, vous êtes Idle? Et la personne à l'arrière dit, ce sera à vous de trouver. Il arrive au commissariat, et quand il arrive au commissariat, le policier qui escorte Oswald entend le chef de la police dire « Voilà, ramenez-moi ce Lee Harvey Oswald, qui est peut-être un suspect pour l'assassinat du président, puisque c'est le seul employé qui a disparu du bâtiment d'où viennent les coups de feu. » Eh bien, un autre policier amène justement Lee Harvey Oswald pour le meurtre de Tippit. Et c'est là que va commencer l'interrogatoire de Lee Harvey Oswald. Alors que le haut état-major met en alerte toutes les unités américaines dans le monde, Marina, l'épouse d'Oswald, se penche sur une petite coupe en porcelaine dans laquelle elle trouve l'alliance de son mari, Lee Harvey Oswald, qui entre dans le bureau 317 du commissariat de Dallas. Son interrogatoire commence devant les enquêteurs et devant James Hosty du FBI. Vous avez le droit de garder le silence, mais vous devez savoir que tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Vous avez droit à un coup de téléphone et d'appeler votre avocat. Thierry Lenz, historien, auteur du livre « L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ». Bon, Oswald, on lui a pas lu ses droits et on n'a pas appelé d'avocat. Alors quand on a dit à la police de Dallas mais c'était illégal, ils ont dit mais oui, mais notre salle d'interrogatoire est petite, on pouvait pas faire entrer en plus un avocat. De même, pas de sténo pour prendre en note l'interrogatoire, donc pas d'interrogatoire d'Oswald. Des petites notes prises sur le papier, etc., qui permettent de dire après, il est dans le coup. Dans les couloirs de ce tout petit immeuble qui était le Police Headquarters, c'est-à-dire les quartiers généraux de la police de Dallas, c'était une immense confusion. Philippe Labro, journaliste, auteur du livre « On a tiré sur le président ». Nous étions à peu près 300 journalistes, des télévisions, des câbles, des caméras, pratiquement toute la presse. Au rez-de-chaussée, on est tous là, on attend. Et à l'étage au-dessus, il y a Oswald dans sa cellule. Et le capitaine Fritz, Will Fritz, le patron, le shérif de la maison, avec son Stetson hat sur la tête et son nez tout rougi par l'absorption fréquente de Bourbon, qui allait chercher Oswald dans la cellule pour le descendre et l'amener dans son bureau au rez-de-chaussée pour l'interroger. Donc nous étions sur le passage pour voir passer Oswald. Il l'interrogeait, il répondait sans répondre, il avait un petit grimace sur le visage qui m'a toujours interrogé et interpellé. Il rentrait dans le bureau de Will Fritz avec ses adjoints, ils sont tous là avec leurs bottes de cow-boy et leurs chapeaux. Je ne sais pas les caricaturer, ce sont des flics qui sont face à un événement
inattendu et à propos duquel ils ne sont pas préparés. Personne n'est préparé, une tragédie, une dramaturgie pareille. Au point que, encore une fois, ça m'a beaucoup frappé, Fritz, il interrogeait Oswald, il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait personne pour prendre des notes. C'était extraordinaire, alors qu'il était face à l'assassin présumé. Donc l'ambiance, c'était une frénésie, c'était de la curiosité, chacun échangeait des tuyaux, on interrogeait les uns et les autres, on interrogeait certains flics d'ailleurs de la maison. Alors il n'y a pas de compte-rendu officiel de l'interrogatoire. Gorian-Delpature. Mais les policiers à l'époque n'ont pas jugé important de le faire. Ça se passait comme ça. Ils prennent des notes. On a les notes du capitaine Fritz de la police de Dallas. C'est quand même extrêmement interpellant que les policiers du commissariat de Dallas n'aient pas jugé utile d'enregistrer l'interrogatoire de Lee Harvey Oswald, ni même de faire venir une sténographe qui aurait notifié ses propos. On parle quand même de l'assassin présumé du président des États-Unis, qui est interrogé durant 2 jours. Ensuite, Oswald, on le trimballe dans les couloirs. Il y a un monde fou. Thierry Lenz. Il y a des journalistes qui peuvent lui parler. On le filme, on lui dit, mais est-ce que vous avez tué le président ? Et lui, il dit, mais vous venez de me l'apprendre. Mais on ne m'a pas parlé de ça, mais je demande à avoir un avocat et à ce qu'on respecte mes droits. Ce que dirait tout citoyen américain en pareille circonstance. Oswald s'adresse à la presse. Il dit ne pas savoir qu'il est arrêté pour le meurtre du président, mais bien pour celui du policier Tippit. Il termine en lançant « I'm a patsy, je suis un pigeon ». I don't know what this is all about. Kill the president? No, sir, I didn't. People How'd you keep get the asking me that. president? Sir? Did you shoot the president? I work in that building. Were you in the building at the time? Naturally, if I work in that building, yes, sir. Back up, man. Come on, man. The president? No, they're taking me in because of the fact that I lived in the Soviet Union. I'm just a patsy. The president? On sait ce que Oswald va dire. Gorian-Delpature. Tous ces gens vont être interrogés après par la commission Warren, donc on sait exactement ce qu'Oswald va dire aux policiers, et on sait surtout qu'Oswald va mentir sur plein de choses. Il va prétendre qu'il ne possède pas de fusil. On a retrouvé un fusil, on saura que c'est lui qui l'a acheté. Donc il ne va pas arrêter de mentir pendant son interrogatoire. Did you shoot the president? I'm just a patsy. The president? I'm just a patsy. En scrutant ce visage, on l'a croisé plusieurs fois. Philippe Labro. Je me rendais compte que cet homme savait 2 choses. Qu'il possédait un secret, une réponse à la question que se posait le monde entier, et que ça le rendait l'homme le plus célèbre, le plus connu, le plus écouté, le plus scruté dans le monde, et qu'il en tirait très certainement une forme de vanité. Mais je me trompe peut-être. Mais il y avait encore une fois, c'est ça qui m'a toujours frappé, cette espèce de grimace, ce sourire, faux sourire, quelque chose d'un peu narquois. Comme si c'était, encore une fois, la traduction d'une phrase genre « j'en sais plus que vous et vous aurez beau m'interroger, vous ne saurez pas la vérité ». Il va recevoir beaucoup de visites. Il va recevoir la visite de son épouse, Marina. Il va recevoir la visite de sa maman. Il va recevoir la visite de son frère. Gorian-Delpature. À aucun moment, il ne va se plaindre d'avoir été maltraité par la police, mais il ne va rien leur dire non plus. Donc, s'il avait été un innocent accusé à tort, il se serait certainement agité. Il aurait dit « mais je suis là, je n'ai rien fait ». Non, il est très très calme. Il ne dit juste rien. Il ne dit rien sur ce qu'il fait là. Il s'occupe de choses tout à fait anecdotiques. Quand son frère, Robert Oswald, son grand frère, vient le voir à la prison, Robert n'ose pas lui poser la question. Il n'ose pas lui demander « tiens, est-ce que c'est toi qui as tué le président ?» Mais il fait mine quand même, il est interrogatif. Et Lee Harvey Oswald va lui dire « écoute, ne me regarde pas dans les yeux, tu n'apprendras rien. » Voilà le genre de phrase qu'Oswald va dire. Donc c'est pas l'innocent qui est en prison et qui manifeste sa colère, mais il ment au policier, il ne reconnaît absolument rien, il ne reconnaît pas d'avoir tiré sur Tippit, il ne reconnaît pas d'avoir tiré sur le président, il dit qu'effectivement il travaillait au dépôt de livres scolaires, mais il n'a rien à voir avec ces événements, il ne sait pas ce qu'on lui veut. Et au fur et à mesure, on va découvrir qui est ce Lee Harvey Oswald, qui est effectivement un personnage étonnant, qui a vécu une partie de sa vie en Russie, c'est un ancien marine, il a fait des choses étonnantes à la Nouvelle-Orléans, il a beaucoup joué aux espions, et c'est vrai qu'effectivement il a dans son portefeuille 2 documents d'identité différents, un au nom de Lee Harvey Oswald et un au nom d'Alec Idle, et ça va évidemment poser plein de problèmes. Et puis, coup de théâtre. He's been shot. Lee Oswald has been shot.
There's the man with a gun. It's absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. Oswald has been shot. Un dénommé Jack Ruby vient d'entrer dans le commissariat et de tirer sur Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald va être abattu 2 jours plus tard, le 24 novembre, par Jack Ruby, lors d'un transfert. Donc après avoir été interrogé 2 jours par la police de Dallas, il va être transféré de l'hôtel de ville dans lequel se tient le commissariat jusqu'à la prison du comté. Et lors du transfert, il descend dans les garages du bâtiment principal. Et lors du transfert, il y a la presse qui est là, c'est diffusé en direct à la télévision. On est le dimanche, vers 11h30 du matin. Et Jack Ruby va surgir de la foule au moment où Lee Harvey Oswald sort menotté à un agent de police. Et Jack Ruby va tirer une fois dans l'abdomen de Lee Harvey Oswald. Une hémorragie interne se propage dans le corps d'Oswald emmené dans un bureau. Les policiers Forrest Sorrells et Jesse Curry se souviennent avoir été surpris de trouver un homme agenouillé près d'Oswald, un homme qui pratiquait sur l'assassin présumé de Kennedy la respiration artificielle. Cet homme, c'est Thomas Kelly, l'inspecteur-chef du Secret Service qui a été envoyé par avion de Washington. Et cet homme pratique donc sur Oswald la respiration artificielle, sauf qu'en cas de blessure abdominale, c'est le pire traitement qu'on puisse administrer. Oswald arrive ensuite aux urgences de Parkland. 3 des médecins qui s'étaient occupés de Kennedy 2 jours auparavant se penchent à présent sur son meurtrier. 2 jours et 7 minutes après l'annonce du décès de JFK, le corps d'Oswald est recouvert d'un drap blanc. Trois morts en 3 jours. Le président John Fitzgerald Kennedy, l'homme le plus puissant du monde, Lee Harvey Oswald, l'homme désigné comme son assassin, et John Jefferson Tippit, l'agent de police qui a interpellé Oswald. Pour certains, tout est trop gros, c'est même énorme. On se questionne, on s'interroge, on cherche. La vérité serait trop simple, elle est inadmissible, elle est inacceptable. Impossible qu'Oswald ait agi seul et pour un motif qu'on ne connaîtra jamais. Alors, on remet tout en cause, à commencer par l'agent Tippit. Que faisait-il là et pourquoi Oswald l'abat-il de 4 balles ? Si ensuite il y avait eu l'équivalent du juge d'instruction qui avait pu l'interroger pendant des mois, on aurait dit bon, allez, c'était dans le feu de l'action. Sauf qu'il est assassiné au moment où on va le mettre à l'abri. Thierry Lenz, historien, auteur du livre L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Au fond, on ne sait pas ce qu'Oswald a dit ce jour-là, parce qu'au départ, Oswald n'est pas mis en cause pour le meurtre de Kennedy, mais pour le meurtre d'un agent de police qui a été tué. Donc ce policier est tué, il y a eu toute une enquête autour de lui. Il se trouve que comme tous les policiers de Dallas, il était un petit peu lié à une certaine pègre. Lui aussi, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas ce qu'il voulait. Et une des hypothèses qui est donnée, c'est qu'il fait partie de ceux qui doivent liquider Oswald après, parce que Oswald a été désigné comme le bouc émissaire de l'assassinat. Il est l'assassin, mais comme il ne l'est pas vraiment, il faut le liquider avant qu'il ne soit arrêté. C'est une hypothèse. Et puis, Oswald, on l'arrête quand même dans une salle de cinéma avec 14 policiers. Enfin, le jour où à Dallas, on assassine le président des États-Unis, on trouve une escouade de 14 policiers pour aller arrêter une personne qui est entrée sans payer dans un cinéma. La police est sûrement bien faite à Dallas, mais à ce point-là, il se trouve qu'en plus, ce sont 2 escouades différentes qui arrivent sur place. Et une des hypothèses qu'on avance, c'est que une des escouades devait, avoir une arrestation mouvementée, et puis le pauvre Oswald, il a résisté à l'arrestation, etc. Mais l'autre n'était pas dans le coup. Et donc, voilà. Ça, ce sont toujours des hypothèses, mais on voit que, à chaque fois, dans cette affaire Kennedy, la procédure a été telle qu'elle appelle à contestation, qu'elle appelle à se poser de nouvelles questions, à émettre de nouvelles hypothèses, etc. Et si Jack Ruby était chargé de descendre Oswald à cause de l'échec de Tippit ? Et si Oswald était réellement un pigeon ? Le doute s'immisce. Il y a ceux qui croient aux éléments matériels qui mènent à Oswald comme l'unique tireur. Il y a ceux qui croient qu'Oswald avait au moins un complice. Et puis ceux qui croient à l'innocence d'Oswald. Il faut une enquête et explorer toutes les pistes, qu'elles soient conspirationnistes ou pas. Ce sera le rôle, dans un premier temps, de la commission Warren. Une série réalisée par Cécile Posse et Bawandine.